Le projet Énergie Saguenay, c'est un projet qui est développé sur la zone industrielle-portuaire de Port-Saguenay. L'objectif, c'est la liquéfaction de 11 millions de tonnes de gaz naturel provenant de l'Ouest canadien. Ce sont des investissements de 9 milliards de dollars nécessaires à la construction de ce complexe. L'objectif est de fournir une source d'énergie moins polluante à l'Asie et à l'Europe. C'est une usine qui va être alimentée à l'hydroélectricité et qui va émettre 84 moins de gaz à effet de serre en raison de l'utilisation de l'hydroélectricité. Les initiateurs du projet d'Énergie Saguenay, d'abord, ce sont deux investisseurs fondateurs, M. Jim Illick de Freestone International et M. Jim Breyer de Breyer Capital, qui ont fondé la société en commandite GNL Québec. Au fil des rondes de financement, d'autres investisseurs se sont joints à eux. Il y a deux entreprises qui a été fondée par la société en commandite GNL Québec, donc nous, qui est le promoteur du projet Énergie Saguenay, et la deuxième entreprise qui est responsable de la construction de la conduite souterraine, donc l'entreprise Gazoduc. La raison d'être du projet. Donc, Énergie Saguenay en fait est construit sur trois grands piliers. Le premier étant une demande en gaz naturel croissante au niveau mondial, et principalement portée par une offre en alternative à des énergies plus polluantes telles que le charbon, effectivement pour améliorer la qualité de l'air et puis aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Un deuxième grand point étant la disponibilité de gaz naturel dans l'Ouest canadien, principalement dû des changements de marché qui ont eu lieu dans les 10 dernières années au niveau nord-américain. Et puis le troisième point, évidemment, est la disponibilité de transport sur la conduite principale qui traverse le Canada, sur lequel le projet peut en profiter. Afin quand même de mieux comprendre les besoins en gaz naturel au niveau mondial que j'expliquais rapidement dans les prochaines acétates, je pensais qu'il était important de présenter ici les défis énergétiques mondiaux auxquels on fait face. On parle d'un peu plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas d'électricité. Si ces personnes-là devaient avoir accès à l'électricité demain à travers des usines comme la nôtre, ce qui ne sera sûrement pas le cas, on parle d'environ 150 usines comme la nôtre qui devraient être construites au niveau du monde. On a un défi aussi également au niveau du charbon, qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et donc, on a encore 5 480 millions de tonnes de charbon qui sont consommées tous les ans, soit à des fins de génération d'électricité ou à des fins de génération de chaleur, notamment dans l'industrie. Et là, on parle d'une nécessité encore, si c'était remplacé par uniquement du gaz naturel, de 450 usines similaires à la nôtre. Donc, on est vraiment dans une thématique ici d'ordre de grandeur qui sont assez importants. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de vous expliquer un petit peu les grands défis énergétiques. Du coup, à cet effet-là, le charbon devient évidemment un enjeu majeur à régler au niveau de la transition énergétique. On parle ici quand même de pays qui ont beaucoup recours au charbon, très proche de chez nous, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. On peut parler de l'Allemagne ou de la Pologne. L'Allemagne ayant recours environ à 40% pour son électricité, la Pologne à 80%. Et on passe encore de côté les différents pays asiatiques qui, eux, ont recours encore plus au charbon. Le charbon vient évidemment avec des problèmes de gaz à effet de serre, mais aussi des problèmes de pollution atmosphérique. Vous voyez sur la carte de droite, les grandes zones rouges, en fait, c'est des zones où les habitants, notamment en Inde et en Chine, sont exposés à des niveaux de pollution atmosphérique qui sont 10 fois supérieurs à ce que l'OMS prescrit. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'un projet comme le nôtre a beaucoup de sens. Dans cette optique de transition énergétique qui est nécessaire pour quitter ces énergies plus polluantes, l'Agence internationale de l'énergie a développé un scénario que vous voyez ici sur la gauche qui en gros est présenté selon trois grandes familles. La première étant l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer moins d'énergie pour produire la même chose. À titre de comparaison, un Chinois par exemple consomme 3 fois moins d'énergie par personne qu'un Canadien. Donc, c'est des comparatifs qui sont assez importants. Le deuxième point étant évidemment le recours aux renouvelables, les énergies renouvelables de façon générale en tant qu'énergie qui émettent moins de gaz à effet de serre. Et le troisième, donc, qui est un dernier tiers, qui est la substitution d'énergies plus polluantes par des énergies moins polluantes. Et donc, c'est là que GNL Québec vient s'inscrire. Quand on
regarde uniquement cette section-là sur la substitution du carburant, elle compte pour environ 17% de la solution. Donc on parle de 7 milliards de tonnes accessibles par la substitution. Et donc notre projet viendrait jouer un rôle dans ces 7 milliards de tonnes. Donc on parle ici de 28 milliards de tonnes de réduction potentielle de gaz à effet de serre. Pourquoi l'Agence internationale de l'énergie explique que les énergies plus polluantes peuvent jouer un rôle important dans cette transition. En l'occurrence ici, pour le gaz naturel, en gros, émettrait 50% de moins de gaz à effet de serre que le charbon à la combustion, environ 30% de moins que le pétrole. Et donc c'est là qu'il vient jouer un rôle important, notamment pour remplacer ces énergies tout en permettant une énergie de base pour permettre justement le développement des énergies renouvelables dans une grande échelle. Cela explique du coup le marché qui s'offre à nous ici. Donc ce que vous voyez ici, c'est un graphique de la croissance de la demande en GNL qui est attendue d'ici 2040. On parle d'un doublement de la croissance, donc 330 millions de tonnes par an supplémentaires entre maintenant et 2040. Une question qui pourrait venir, c'est qu'est-ce que la Covid pourrait avoir sur cette croissance ? Donc les experts qui ont travaillé justement sur l'impact de la Covid en date d'aujourd'hui, donc qui pourraient différer en fonction de ce qui se passe dans les prochains mois évidemment. On parle d'une érosion d'environ 24 millions de tonnes de la demande par rapport à ce qui était prévu avant la Covid. Donc c'est la ligne rouge que vous voyez sur ce graphique. Donc on a toujours une demande grandissante et croissante. Et donc c'est dans ce marché-là que GNL Québec et Énergie Saguenay vient jouer un rôle pour essayer justement de prendre ce marché qui est disponible. Alors, merci beaucoup, M. Leverger. Donc, la description du projet. Le gaz naturel liquéfié, l'objectif de liquéfier du gaz naturel, c'est pour réduire son volume de 600 fois. Comment qu'on liquéfie du gaz naturel? C'est en le refroidissant à moins 162 degrés. Les propriétés du GNL sont nombreuses. D'abord, c'est non explosif puisque ce n'est pas entreposé sous pression. Ça ne s'enflamme pas facilement. C'est non toxique. C'est plus léger que l'eau et c'est inodore. Le complexe de GNL Québec et ses composantes. Alors, d'abord, on l'a dit d'entrée de jeu, c'est un complexe qui serait alimenté à l'hydroélectricité. Donc, vous voyez ici en 1, c'est là que l'arrivée de la ligne hydroélectrique qui sera construite par Hydro-Québec arriverait pour alimenter le complexe. En 2, ici, vous avez la station d'alimentation en gaz naturel, donc l'arrivée de la conduite souterraine pour alimenter notre usine de liquéfaction. En 3, ici, vous avez les unités de liquéfaction. Donc, en gros, c'est là que tout le procédé de liquéfaction se fait où on va refroidir le gaz à moins 162 degrés. Si je pourrais faire une analogie, ça ressemble un peu à un gros frigidaire. Vous avez en 4 la torchère de procédé qui est une torchère non typique, une torchère au sol que nous avons installée de cette façon-là parce que pour assurer une meilleure intégration au paysage, donc habituellement, ce sont de très grandes torchères de 135 mètres de haut. Dans le cas de notre complexe, ce serait une torchère au sol ici. Alors, en 5, vous avez les 3 réservoirs à intégrité totale, qui sont les réservoirs où, une fois que le gaz naturel liquéfié, il est acheminé dans ces réservoirs-là pour être entreposé. Ici, vous avez en 6 la conduite cryogénique. Donc, une fois liquéfié, il s'en va dans les réservoirs et ensuite, il est envoyé dans les conduites cryogéniques qui vont alimenter, en 7, vous voyez ici, les plateformes de chargement maritime, là où les navires citernes ou les méthaniers viendraient chercher le gaz naturel liquéfié. Transporter le GNL se fait, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de liquéfier, c'est vraiment pour le transport maritime. De quelle façon que ça se fait? C'est par des navires citernes, des méthaniers. Les navires qui emprunteraient les installations d'Énergie Saguenay seraient pilotés par les pilotes de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. GNL Québec s'est également soumis à un processus d'examen rigoureux de Transport Canada des risques reliés au transport maritime, un processus qu'on appelle TEMPOL, qui est un processus d'examen technique des terminaux maritimes et des sites de transbordement. Les navires sont conçus pour assurer vraiment la sécurité du transport et du public. Donc, les navires sont munis d'équipements ultramodernes, de double coque et qui font l'objet de surveillance en continu. Ce serait entre 150 et 200 navires par année qui fréquenteraient les installations. C'est vraiment une technologie qui a fait ses preuves en plus de 50 ans et 100 000 livraisons de GNL dans le monde. Aucun incident relié à une fuite importante de GNL ou aucun préjudice pour le public à l'environnement a été répertorié. 2 projets sont associés en développement
pour le projet Énergie Saguenay. Le premier, c'est le projet de Gazoduc, l'entreprise Gazoduc. Donc, l'objectif est la construction d'une ligne de conduite souterraine pour amener le gaz naturel. C'est un raccordement à la conduite principale canadienne, donc à partir du nord-ouest de l'Ontario, pour raccorder le complexe à Saguenay. C'est une conduite de 780 km et d'un diamètre de 42 pouces. C'est une construction sous terre. Le deuxième projet associé, c'est celui d'Hydro-Québec. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un complexe qui serait alimenté à l'hydroélectricité. Donc, il faut la construction d'une ligne pour amener l'hydroélectricité avec un bloc de 500 MW. Donc, c'est une ligne de 345 kV de 45 km pour raccorder le poste Saguenay à notre future usine de la baie. Et le coût de développement et de construction est assumé par GNL Québec. Évidemment, le développement, les études d'impact et les démarches consultatives en lien de ces projets sont sous la responsabilité de chacun des initiateurs. Parlant des démarches consultatives, de notre côté, nous avons consulté les Premières Nations. Nous avons les Premières Nations Innu de la communauté de Masteuillage, d'Espit et de Pessamit qui sont reliés par le projet, ainsi que nous avons consulté la nation Huron-Wendat. Nous avons mis sur pied des comités de suivi en place depuis 2014 pour la nation Innu et 2018 pour la nation Huron-Wendat. Nous avons également créé un sous-comité environnement avec les nations Innu. Nous avons signé des ententes de collaboration, ce qui a mené par ailleurs, en termes d'évaluation environnementale, l'élargissement de la zone d'étude afin d'y inclure une zone de pêche à l'oursin qui est utilisée par la communauté d'Espit. Nous avons également réalisé des études sur le savoir autochtone et l'utilisation des ressources et du territoire. Au niveau de la démarche consultative citoyenne, elle est active depuis 2014. Des consultations, des rencontres avec les parties prenantes en continu, donc des centaines de parties prenantes rencontrées, informées, consultées, mises sur pied de 2 comités consultatifs citoyens. Nous avons mené 3 jours de consultation, la baie Saint-Fulgence et Chicoutimi. Participation à des activités de concertation également, ainsi qu'aux nombreux débats, tant au niveau régional que provincial dans les médias. GNL Québec, on a une équipe à l'écoute de la communauté, une démarche consultative qui s'est faite en phase de conception de projet. Donc, en amont de la réalisation de l'étude d'impact, le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est un projet qui est conçu en tenant compte des préoccupations qui ont été entendues à ce jour. Les résultats des améliorations concrètes du projet, des installations, des mesures d'atténuation et de suivi prévues pour tous les impacts appréhendés. Et vous verrez dans les prochaines acétates, les préoccupations sociales qui ont été exprimées lors des consultations sont identifiées par l'icône que vous voyez, les 2 petites bulles. Au niveau de l'étude d'impact environnemental, au niveau du milieu physique, la composante émissions de gaz à effet de serre. Donc, un des impacts potentiels, l'émission de 421 000 tonnes de gaz à effet de serre en phase opération, ce qui représente 1,85 % des émissions du secteur industriel provincial et 0,55 % des émissions totales provinciales. Au niveau de nos engagements et mesures d'atténuation, mettre en place des équipements visant l'efficacité énergétique et également l'engagement à la carboneutralité par des moyens identifiés par les chercheurs de la chaire en éco-conseil de l'UQAC. Parlant des gaz à effet de serre, nous avons fait de façon volontaire une analyse de cycle de vie. Les principaux constats de cette analyse de cycle-là qui a été faite par le CIREG, donc, émissions directes de l'usine, 421 000 tonnes, je l'ai dit tout à l'heure, de gaz à effet de serre. Et le complexe serait 84 % moins émetteur de gaz à effet de serre que d'autres usines de GNL existantes aux États-Unis grâce à l'utilisation de l'hydroélectricité. Et vous voyez ici sur le graphique, si on se compare, par exemple, à un complexe qui est en rouge ici, celui de Sabine Pass aux États-Unis. Donc, vous voyez la différence est majeure entre le complexe d'Énergie Saguenay et une usine plutôt classique. Dans notre analyse de cycle de vie également, un des constats potentiel de retrait de 28 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année au bilan mondial en raison de la substitution du pétrole et du charbon. Et on parle d'environ 1 % d'émissions fugitives. Ce sont tous des constats du CIREG. Au niveau des impacts en milieu biologique, donc végétation et milieu humide, on parle d'une perte de 120 hectares de végétation et de 10 hectares de milieu humide. Les mesures d'atténuation et engagement de GNL Québec à cet égard, réalisation d'un plan de compensation pour les pertes de milieu humide et reboisement des zones utilisées pour la construction. Au niveau des mammifères marins, dérangement par le bruit subaquatique émis par les navires, potentiel, on parle de collision avec les navires. Donc, les mesures d'atténuation et les engagements, optimisation des navires pour diminuer l'empreinte sonore, adoption d'une charte d'engagement pour la protection des mammifères marins et mise en place d'un programme de gains sonores.
Au niveau du milieu humain, la composante sur le bruit, un des principaux impacts potentiels, l'augmentation du niveau sonore, bien que nous sommes conformes au ministère de l'Environnement et de Santé Canada, au niveau de nos mesures d'atténuation et engagement, donc réalisation de travaux bruyants principalement de jour et en semaine et mise en place d'un programme de suivi sonore. Au niveau du paysage et de l'ambiance lumineuse, modification du paysage et du niveau d'éclairage. Au niveau des mesures d'atténuation et des engagements, construction d'écrans visuels, une collaboration avec la firme régionale Agrinova, orientation des lumières en limitant l'éclairage vers le ciel et le Saguenay lorsque c'est possible, et utilisation d'éclairage limité aux zones utilisées seulement. Au niveau des communautés locales et régionales, donc augmentation de la circulation routière lors de la construction, cohabitation avec l'industrie touristique, nos principales mesures d'atténuation et d'engagement, ouverture d'un bureau d'information et d'échange, circulation des camions et autres véhicules via les chemins d'accès déjà existants, mise en place d'un plan de mobilité pour les travailleurs et création d'une table de concertation sur la cohabitation avec l'industrie touristique. Au niveau des retombées économiques et de la main-d'œuvre, au niveau de la phase construction, on parle d'emplois directs et indirects de 6 500 emplois par année. Au niveau des retombées, 625 millions par année, impôts et taxes, 115 millions. Au niveau de la phase opération, emplois directs et indirects, 1350 emplois, retombées, 828 millions, impôts et taxes, 110 millions par année. Au niveau de nos mesures d'atténuation et des engagements, collaborer avec les centres de formation locaux, collaborer avec le comité de maximisation des retombées économiques, le CEMAX, embauche d'un responsable du développement régional. Au niveau du suivi environnemental, donc suivi environnemental rigoureux autant en phase d'opération qu'en phase de construction, un comité de suivi qui va être là en permanence avec la communauté et les voisins, communauté de suivi avec les Premières Nations également, système de gestion des plaintes, communication régulière, suivi public du plan d'engagement social et environnemental et suivi de performance quant aux retombées économiques locales. Au niveau de l'échéancier du projet, c'est un projet qui a été annoncé en 2014, donc l'annonce du projet Énergie Saguenay s'est faite de façon publique à cette année-là. En 2016, nous avons amorcé les études environnementales. En 2019, nous avons déposé l'étude d'impact autant au niveau provincial que fédéral et nous avons reçu la recevabilité au provincial en 2020 et nous sommes devant vous aujourd'hui, devant le bureau d'audience publique qui est une étape très importante dans l'évaluation environnementale. La décision finale d'investissement est prévue à la fin de 2022 et début de la construction pour une mise en opération en 2026. Évidemment, tout au long de cet échéancier, mécanismes d'échange et de consultation qui ont en continu et qui se poursuivraient si jamais le projet allait de l'avant, bien sûr. En résumé, Énergie Saguenay, ce sont des investissements de 9 milliards de dollars canadiens, une opportunité de diversification économique pour notre région, une usine carboneutre, une première dans le monde industriel, un projet qui est analysé autant au fédéral qu'au provincial. C'est un processus technologique qui est éprouvé, une usine 4.0. C'est un projet qui est développé avec la région. Donc, démarche consultative active depuis 5 ans pour une amélioration en continu, des engagements sociaux, environnementaux et des mesures d'atténuation en lien avec les préoccupations qui ont été émises. Merci.